Le 28 janvier 1887, Gustave Eiffel lance sur le Champ de Mars à Paris la construction d'une tour de fer de 300 mètres de hauteur, un défi gigantesque pour l'époque. En dépit des critiques virulentes, la tour est construite en 2 ans et inaugurée un mois avant l'ouverture de l'exposition universelle de 1889. Concession provisoire destinée à être démantelée au bout de 20 ans, la tour Eiffel, plébiscitée par le public, survit pourtant jusqu'à nos jours. Imaginé par les chefs des bureaux d'études de la compagnie Eiffel dès 1884, le projet de la tour divise profondément. Expression de la révolution industrielle et de la République triomphante, monument laïque et hymne au progrès technique, la tour est l'antithèse du Sacré-Cœur. Son architecture de fer et sa vocation populaire heurtent l'esthétique et les aspirations d'une partie de l'élite française. En février 1887 encore, 2 semaines après le début du chantier, un collectif d'écrivains et d'artistes publie une charge violente contre l'édification au cœur de la capitale d'une tour Eiffel, qualifiée d'inutile et monstrueuse. Mais il est trop tard, la construction est lancée. Clou de l'exposition universelle, sauvée du démantèlement par son nouveau rôle de transmetteur, la tour s'installe dans le panorama de la capitale. Avec l'essor du tourisme international, elle devient la principale attraction parisienne à partir des années 60. Pendant 40 ans, jusqu'à la construction en 1930 des grands gratte-ciels new-yorkais, elle reste la plus haute structure du monde construite par l'homme. Depuis, la course à la hauteur des gratte-ciels a effacé la prouesse technique passée, mais plus d'un siècle après sa construction, la vieille dame de fer devenue l'emblème de Paris et de la France peut toujours se targuer d'un superlatif, celui de monument le plus visité au monde. Le Grand et le Petit Palais. Le Grand Palais est consacré aux beaux-arts, peinture et sculpture contemporaine. C'est le tour de force de l'architecte de Glane. À cause des infiltrations d'eau de la Seine toute proche, il repose sur 40 000 pieux de chêne massif. Le Petit Palais renferme une exposition rétrospective de l'art français, réunissant les richesses des musées de province, les trésors des églises. La première ligne du métro Porte-Maillot-Porte de Vincennes fut inaugurée le 19 juillet 1900. L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en 2 planchers mobiles parallèles, dont l'un, le plus large, roule à une vitesse de 8 km et demi, et l'autre de 4 km et demi. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité. Le globe céleste de 60 mètres de hauteur. À l'intérieur, on donne des concerts dirigés par Saint-Saëns. Les nombreux palais de la grande industrie et de la production agricole s'étendaient sur le Champ de Mars, de l'école militaire à la tour Eiffel. Du premier étage de la tour Eiffel, la vue s'étendait de l'autre côté de la Seine, sur toute la colline de Chaillot, où se trouvaient réunis les pavillons des colonies. Au loin, la Grande Roue. À l'extrémité du Champ de Mars, derrière un château d'eau monumental, le palais de l'électricité, orné d'un diadème de fer, de verre, de zinc, qui la nuit crépite d'étincelles multicolores. La fée électricité, énorme femme de 9 mètres de haut, s'élance vers l'espace. Précédé d'huissier en culotte courte, le président Loubet quitte le palais des fêtes. C'était une grande salle circulaire couverte d'une coupole de 90 mètres de diamètre. C'est de là que partaient d'innombrables défilés folkloriques que les opérateurs de Monsieur Louis Lumière tourneront inlassablement. Car cette fin de siècle a vu le commencement de grandes choses. Le moteur à explosion, le premier dirigeable, l'invention de l'air liquide, le cinéma, les premiers transatlantiques géants et surtout la domestication de l'électricité.